Si tu tapes SUV chinois recommandé sur YouTube, il y a de grandes chances que ces deux noms reviennent encore et encore. Le Jetour T2 est souvent présenté comme un aventurier moderne, robuste, baroudeur chic, prêt à affronter tous les terrains. Le Geely Monjaro, lui, joue une partition très différente, celle d'un SUV familial premium, technologique, presque européen dans son approche. Le Jetour T2 affiche clairement ses intentions. Il veut ressembler à un vrai baroudeur. Les lignes sont carrées, la calandre massive, la posture haute, les passages de roues marqués. Visuellement, il puise dans l'imaginaire du tout-terrain classique. Le message est limpide. Je suis solide, je peux sortir du bitume. Je suis prêt pour l'aventure. Le Geely Monjaro adopte l'exact opposé. Il ne cherche pas à impressionner. Il rassure. Les lignes sont plus fluides, les proportions équilibrées, la signature lumineuse élégante. Il ne crie jamais. Il chuchote. Son message est plus subtil, mais redoutablement efficace. Je suis sérieux, je suis confortable, je suis cohérent. Et pour un public européen, ce langage visuel fait toute la différence. Il évoque naturellement Volvo, Audi ou Skoda, bien plus qu'un SUV perçu comme exotique. C'est d'ailleurs sous la carrosserie que le Monjaro commence à prendre un avantage décisif. Le Jetour T2 repose sur une plateforme développée par Chery, pensée pour la polyvalence, mais pas spécifiquement pour le très haut de gamme. Le Geely Monjaro, lui, utilise la plateforme CMA, la même base que plusieurs modèles Volvo modernes. Et ça change tout. Cette plateforme est éprouvée, rigide, conçue pour la sécurité passive et développée pour répondre aux normes européennes les plus strictes. Ce n'est pas un détail marketing, c'est un socle industriel solide. Côté motorisation, les deux proposent des moteurs essence turbo modernes. Le Jetour mise sur un couple confortable et une puissance correcte, sans ambition sportive. Le Monjaro offre un moteur plus efficient, mieux optimisé, avec un compromis nettement plus convaincant entre performance et consommation. Dans la vraie vie, ça se traduit par un SUV plus silencieux, plus fluide et beaucoup plus agréable sur long trajet. Même constat pour les transmissions intégrales disponibles selon les marchés. Le Jetour privilégie une motricité occasionnelle, pensée pour rassurer. Le Geely, lui, privilégie la stabilité, la sécurité et la cohérence dynamique. Le Jetour T2 impressionne au premier regard. Grands écrans, ambiance technologique, présentation flatteuse. Le Geely Monjaro, à l'inverse, joue la carte de la maturité. Moins tape à l'œil, mais une position de conduite mieux pensée, des sièges plus confortables, une insonorisation supérieure. Le Jetour est large, haut, visuellement imposant. Ça séduit au départ, jusqu'au quotidien. Le Monjaro, lui, se montre plus facile à vivre. Il passe partout, consomme moins, fatigue moins son conducteur. Ce sont des éléments que les fiches techniques ne racontent jamais, mais que les propriétaires découvrent très vite. Reste le sujet qui dérange toujours. La fiabilité. Aucun des deux modèles n'a encore 10 ans de recul en Europe, soyons clairs. Mais Geely s'appuie sur l'expertise Volvo, avec des standards de validation plus stricts et un réseau mieux structuré. Jetour progresse rapidement, mais son réseau reste fragile. La disponibilité des pièces parfois lente et les incertitudes à long terme bien réelles. Si tu gardes ta voiture longtemps, ce facteur devient déterminant. Côté prix, en France, le Jetour T2 se situe généralement entre 40 et 45 000 € selon les versions. Le Geely Monjaro oscille plutôt entre 45 et 50 000 €. En Europe, les écarts restent similaires, avec parfois des taxes supplémentaires défavorables au Jetour selon les pays. Le Jetour est souvent moins cher à l'achat. Le Monjaro, lui, est généralement moins cher à vivre. Alors, le verdict. Choisis le Jetour T2 si tu veux un look fort, si l'idée d'un SUV aventurier te séduit, et si tu changes de voiture tous les 3 ou 4 ans. Choisis le Geely Monjaro si tu privilégies le confort, si tu enchaînes les longs trajets, si tu veux limiter les risques et si tu cherches un SUV chinois qui ne donne jamais l'impression d'en être un. Le Haval H9 et le Tank 500. Sur YouTube, dans les salons, dans les discussions passionnées, ils sont souvent présentés comme équivalents. Et c'est là que commence l'erreur, car ces deux véhicules ne racontent pas la même histoire. Et surtout, ils ne s'adressent pas au même type de conducteur. Le Haval H9 n'essaie pas d'impressionner. Il essaie de fonctionner. C'est un 4x4 pensé pour durer, pour tracter, pour rouler chargé, pour affronter des routes dégradées sans jouer au héros. Il vise un public pragmatique, des familles vivant hors des grands centres,
Des professionnels, des utilisateurs réguliers de pistes, de neige, de boue ou de longue distance. Des gens qui n'achètent pas une image, mais un outil fiable. Le Tank 500, lui, assume une posture totalement différente. C'est un objet de démonstration. Son design est massif, ses chromes sont omniprésents, son intérieur déborde de cuir, d'écran et d'effets visuels. Il ne cherche pas la discrétion. Il envoie un message clair. Regarde ce que je peux m'offrir. Il vise un client premium, souvent urbain, qui veut un 4x4 impressionnant, valorisant, capable de remplacer dans l'imaginaire un Land Cruiser ou un Range Rover. Et c'est précisément là que le piège se referme. Sur le papier, pourtant, les deux se montrent sérieux. Châssis séparé, transmission intégrale enclenchable, boîte courte, capacité de franchissement bien réelle. Mais dans la pratique, leurs choix techniques trahissent leurs intentions. Le Haval H9 privilégie des réglages orientés robustesse. Les suspensions sont tolérantes. L'électronique reste simple et lisible, pensée pour fonctionner même quand les conditions deviennent mauvaises. Il ne cherche pas le confort ostentatoire, mais la continuité de service. Le Tank 500, de son côté, adopte une architecture tout aussi sérieuse, mais l'entoure d'une couche épaisse de technologie. Suspension sophistiquée, aide omniprésente, électronique omnisciente. Sur route, c'est remarquable. Hors du bitume, sur le long terme, c'est plus délicat. Le paradoxe se poursuit côté motorisation. Le Haval H9 propose selon les marchés des moteurs essence ou diesel à la puissance raisonnable, mais au couple exploitable, avec une mécanique relativement simple. Ce n'est pas excitant sur une fiche technique, mais c'est rassurant quand les kilomètres s'accumulent. Le Tank 500 mise sur des moteurs plus puissants, parfois assistés par une hybridation légère, avec des performances supérieures et une consommation plus élevée. C'est impressionnant, flatteur, mais aussi plus exigeant en entretien. Et dans le monde du vrai tout-terrain, le couple maîtrisé a toujours raison sur la puissance brute. À bord, la divergence devient évidente. Le Haval H9 propose un intérieur solide, sobre, presque austère pour certains, mais d'une ergonomie claire. Moins d'écran, plus de boutons, une logique simple. Ce n'est pas spectaculaire au showroom, mais après 8 heures de route, chargé, fatigué, parfois loin de tout, on comprend exactement pourquoi ce choix a été fait. Le Tank 500, lui, impressionne immédiatement. Cuir partout, écran géant, ambiance premium assumée. C'est valorisant, confortable, mais aussi plus fatigant sur la durée. Et surtout, plus l'électronique est présente, mais plus les risques augmentent avec le temps. Dans l'usage réel, la séparation devient nette. En ville et sur autoroute, le Tank 500 se montre plus silencieux, plus doux, plus flatteur. Le Haval H9 paraît plus rustique, mais reste parfaitement vivable. Dès que le bitume disparaît, que les conditions se dégradent, que la charge augmente, l'avantage bascule clairement. Le Haval dépend moins de l'électronique, propose moins de modes complexes, tolère davantage les abus. C'est souvent là, loin des caméras, qu'il commence à prendre l'ascendant sans faire de bruit. Reste la question que trop peu de vidéos osent aborder franchement. La fiabilité. Le Haval H9 repose sur une plateforme éprouvée, avec une mécanique plus simple et un réseau déjà structuré dans plusieurs régions. C'est un véhicule pensé pour encaisser les années. Le Tank 500 incarne une technologie plus récente, un positionnement premium, avec encore des incertitudes sur la longévité de ces systèmes complexes. Il est excellent aujourd'hui. La question reste ouverte dans 5 à 7 ans. Et dans ce segment précis, la fiabilité est reine. Côté prix, la réalité finit de clarifier le duel. En France, le Haval H9 se situe autour de 45 000 €. Le Tank 500 grimpe plutôt entre 55 et 60 000 €. En Europe, l'écart reste similaire, parfois amplifié par la fiscalité sur les modèles plus lourds et plus puissants. Au Canada, le Tank est très valorisant en image, mais le Haval demeure nettement plus rationnel économiquement. À l'achat, le Tank coûte plus cher. À l'usage, il coûte plus cher. Sur le long terme, le Haval est plus serein. Le verdict ne laisse finalement que peu de place au doute. Choisis le Haval H9 si tu veux un vrai 4x4, si tu roules chargé, si tu tractes, si tu gardes longtemps tes véhicules et si tu privilégies la fiabilité à l'image. Choisis le Tank 500 si tu recherches le statut, si tu roules surtout sur route, si tu changes souvent de voiture et si tu veux impressionner sans forcément franchir. Qui gagne ce duel?
le Haval H9. Pas parce qu'il est plus luxueux, mais parce qu'il est plus honnête, plus cohérent et bien mieux adapté à un usage réel en Europe comme au Canada. La BYD Seal U hybride rechargeable et la Xpeng G6 électrique. Deux voitures modernes, deux approches radicalement opposées, deux visions très différentes de l'avenir automobile. Et pourtant, une seule correspond réellement à la majorité des acheteurs français et européens aujourd'hui. BYD, dans cette histoire, ne cherche pas à faire rêver. BYD cherche à vendre des voitures qui fonctionnent dans la vraie vie. La Seal U hybride rechargeable n'a rien d'un manifeste technologique. Elle vise les familles, les gros rouleurs, les conducteurs qui n'ont pas de borne fiable à domicile ou au travail, ceux qui veulent réduire leur consommation sans se réveiller un matin avec l'angoisse d'une batterie vide. C'est une voiture pensée pour rassurer, pas pour impressionner. Un choix presque conservateur, mais volontairement assumé. Xpeng adopte l'approche inverse. La G6, c'est la prise de risque assumée. Elle s'adresse aux technophiles, aux premiers adoptants, aux conducteurs urbains et périurbains qui veulent vivre le futur tout de suite, maintenant, sans attendre. Design affûté, grosse batterie, promesse de recharge rapide. Le message est clair. Le thermique, c'est fini. Fais-nous confiance. Et c'est précisément là que le duel devient passionnant. Techniquement, tout se joue dans la chaîne de traction. La BYD Seal U hybride rechargeable associe un moteur essence à un moteur électrique, avec une batterie suffisamment généreuse pour couvrir les trajets quotidiens sans brûler une goutte de carburant. Pas d'angoisse de recharge, pas de dépendance totale à l'infrastructure. La semaine, tu roules en électrique. Le week-end et les vacances, le thermique prend le relais. L'autonomie totale devient presque anecdotique, tant elle est élevée. C'est une voiture qui s'adapte à ton rythme, pas l'inverse. La Xpeng G6 repose sur une plateforme dédiée au tout électrique. Batterie imposante, centre de gravité bas, conduite fluide, silencieuse, presque hypnotique. Une borne fiable à domicile, une borne au travail, des bornes rapides, accessibles et fonctionnelles près de chez toi. Sans ça, la G6 peut rapidement devenir contraignante, surtout quand l'imprévu s'invite dans le quotidien. À bord, la philosophie reste cohérente avec le reste. La BYD Seal U propose un intérieur sérieux, bien assemblé, avec des matériaux corrects et une ergonomie simple. L'infodivertissement fait le travail sans envahir l'expérience. Tout est pensé pour faciliter la vie, pas pour jouer. La Xpeng G6, elle, entre dans la guerre des écrans. Dalles géantes, interface futuriste, aide à la conduite très poussée, ambiance high-tech assumée. C'est impressionnant, souvent bluffant, mais parfois trop. Plus de technologie signifie plus de mises à jour, plus de dépendance logicielle, plus de variables invisibles. Et beaucoup d'acheteurs sous-estiment encore ce point. C'est dans l'usage réel, en France et en Europe, que le match se décante véritablement. En ville, l'avantage va clairement à la Xpeng G6, grâce à son silence et sa fluidité. En périurbain, l'équilibre est presque parfait. Sur autoroute, en revanche, la BYD Seal U reprend l'avantage. Pas de planification, pas de stress, pas de compromis. Tu montes à bord, tu roules, point final. Une liberté que l'on redécouvre souvent trop tard. Choisis la BYD Seal U hybride rechargeable si tu veux de la liberté, si tu n'as pas de borne fiable, si tu fais souvent de longs trajets et si tu veux réduire ta consommation sans stress. Choisis la Xpeng G6 si tu es parfaitement équipé en recharge, si tu roules majoritairement en ville, si tu aimes la technologie et si tu acceptes une part de pari. Bike BG40, silhouette carrée, porte démontable, esprit Jeep Wrangler totalement assumé. BG40 ne cherche jamais à tricher. Il assume son héritage sans détour. Châssis séparé, transmission intégrale enclenchable, boîte courte, angle de franchissement sérieux. Conception pensée dès le départ pour le hors-route. Ce n'est pas un SUV, c'est un outil. Il n'essaie pas d'être confortable, discret ou efficient. Il veut passer là où les autres s'arrêtent. Point final. C'est un véhicule qui ne négocie pas avec son identité. Le Bike BG40 repose sur un châssis échelle, avec des ponts solides, une électronique réduite au strict minimum et une conception volontairement rustique. Le résultat est clair. Une tolérance élevée à l'abus, une réparabilité réelle et une longévité impressionnante en conditions difficiles. En contrepartie, la tenue de route est plus approximative, le confort limité et la consommation élevée. Le Jetour T2 adopte l'approche inverse. Structure monocoque, suspension indépendante, électronique omniprésente, réglage orienté route.
Résultat, une conduite agréable, une bonne stabilité et un confort quotidien très supérieur. Mais dès que le terrain devient sérieux, les limites apparaissent. Les capacités hors route sont plus restreintes, la dépendance à l'électronique plus forte et la tolérance à l'extrême nettement moindre. Côté motorisation, la philosophie reste cohérente avec le reste. Le BAIC BG40 propose des moteurs robustes, pas spécialement puissants, mais conçus pour encaisser. Ce sont des mécaniques qui privilégient le couple à bas régime, pas les accélérations spectaculaires destinées aux réseaux sociaux. Le BAIC BG40 repose sur une mécanique simple, avec un entretien basique et des réparations possibles, même hors réseau officiel. En zone reculée, c'est un avantage immense. Le Jetour T2 dépend davantage de son réseau, de pièces spécifiques et d'une électronique plus complexe. En Europe, le réseau progresse, mais on n'est pas encore au niveau des marques historiquement installées. Côté prix, en France, les deux se situent dans une fourchette similaire, entre 40 et 45 000 euros. À l'achat, ils se tiennent. À l'usage, les différences apparaissent. Le BAIC BG40 coûte plus cher en carburant. Le Jetour T2 peut coûter plus cher à long terme en entretien électronique potentiel. Là encore, tout dépend de la durée de détention et du type d'utilisation. Le verdict final impose une honnêteté totale. Choisis le BAIC BG40 si tu fais du vrai hors-route, si tu voyages hors des sentiers battus, si tu acceptes les compromis et si tu veux un véhicule utile sans illusion. Choisis le Jetour T2 si tu veux le look baroudeur, si tu roules surtout sur route, si tu privilégies le confort et si ton aventure reste occasionnelle. Qui gagne ce duel? Il n'y a pas de gagnant universel. Mais pour environ 80% des acheteurs européens, le Jetour T2 est le choix rationnel. Pour les autres, le BAIC BG40 est un choix de passion et de concession pleinement assumé. Deep Blue S09 face au Chery Fengyun X3L. Le futur technologique contre le pragmatisme intelligent. Ce duel passe souvent sous les radars. Il ne fait pas rêver comme un Tank 500, il ne fait pas fantasmer comme un BG40 et il ne déclenche pas de guerres idéologiques dans les commentaires. Pourtant, c'est précisément ce type d'affrontement qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il touche à une vérité simple, presque dérangeante. Ce sont exactement ces voitures que la majorité des gens achètent réellement. D'un côté, Deep Blue, la sous-marque de Changan, avance comme une vitrine roulante. Le message est clair, presque assumé avec arrogance. La Chine maîtrise le futur de l'automobile et elle veut le montrer. Le S09 affiche un design très moderne, une signature lumineuse qui semble sortie d'un film de science-fiction, un intérieur ultra digitalisé où l'écran règne en maître et une présence logicielle omniprésente. C'est une voiture qui parle d'avenir, parfois même d'un avenir un peu trop proche, mais pas toujours du présent. On a l'impression de conduire une promesse, pas encore totalement une certitude. En face, Chery adopte une philosophie radicalement différente. Le Fengyun X3L ne cherche pas à séduire par l'esbrouf. Il ne veut pas briller sous les projecteurs, il veut s'intégrer dans la vraie vie. Son design est sobre, presque discret. Ses technologies sont éprouvées, sa mécanique volontairement simple et son approche profondément rationnelle. Chery vise les acheteurs qui veulent un SUV fiable, prévisible, sans mauvaise surprise. Et pour beaucoup, c'est exactement ce qu'il faut. C'est le genre de voiture qu'on achète sans frisson, mais qu'on garde longtemps avec satisfaction. Le Deep Blue S09 repose sur une plateforme récente, avec une intégration électronique poussée, des aides à la conduite avancée et des systèmes évolutifs. À la conduite, tout est fluide, moderne, presque feutré. On sent le potentiel, la capacité à évoluer avec le temps. Mais cette modernité a un prix. Une dépendance forte au logiciel, des mises à jour régulières et une vraie question sur le vieillissement à long terme. Le futur est séduisant, mais il reste incertain. Le Chery Fengyun X3L, lui, joue la carte de la maturité. Sa plateforme est éprouvée, ses technologies connues, son électronique limitée à ce qui est réellement utile et sa mécanique accessible. Sur la route, le contraste se ressent dès les premiers kilomètres. Le Deep Blue S09 offre une conduite très douce, une direction fortement assistée, une filtration efficace des imperfections. C'est agréable, indéniablement. Mais parfois, cette douceur crée une forme de distance. Le conducteur devient presque passager, spectateur d'un système qui décide pour lui.
Le Fengyun X3L, à l'inverse, propose un comportement plus classique, des sensations plus naturelles, des réactions prévisibles. Il impressionne moins, mais il rassure davantage. Et sur un long trajet, après plusieurs heures au volant, cette sensation devient très concrète. À bord, la philosophie se confirme. Dans le S09, les écrans sont partout, les commandes sont majoritairement tactiles. L'ambiance est futuriste. Les amateurs de technologie y trouveront leur compte, sans aucun doute. Mais pour le reste de la famille, cela peut vite devenir plus complexe. Dans le Cherry, les boutons physiques sont toujours là. L'ergonomie est simple. Les écrans sont lisibles sans surcharge. La stratégie industrielle explique beaucoup. Deep Blue innove vite, très vite. Ces technologies sont jeunes, prometteuses, mais encore peu éprouvées sur le long terme, surtout en Europe. Cherry, à l'inverse, est un constructeur historique, habitué au volume, avec une approche prudente. Cherry ne cherche pas à impressionner. Cherry cherche à durer. Et pour un acheteur rationnel, cela pèse lourd dans la décision finale. Même sur le plan budgétaire, la logique est implacable. En France, le Deep Blue S09 se situe autour de 45 000 €, tandis que le Cherry Fengyun X3L oscille entre 35 et 40 000 €. En Europe, la fiscalité pénalise davantage le modèle le plus technologique. Et s'il ne devait rester qu'une seule idée de cette histoire, ce serait celle-ci. Ce qui fait vraiment la différence, c'est pas la fiche technique, c'est l'adéquation avec ta vraie vie. Et maintenant, tu sais exactement lequel mérite ton argent et lequel mérite ton like. À travers ces duels, une réalité apparaît, une réalité que peu de vidéos osent vraiment montrer. Ce n'est ni la puissance affichée, ni la taille des écrans, ni le discours marketing qui font un bon achat. Ce qui compte réellement, c'est la cohérence. La cohérence avec ton usage quotidien, avec ton budget réel, avec le nombre d'années pendant lesquelles tu comptes garder ta voiture. Le reste, ce n'est que du bruit. Certains modèles gagnent parce qu'ils rassurent, parce qu'ils sont pensés pour durer, parce qu'ils respectent la logique du conducteur. D'autres perdent parce qu'ils promettent trop, trop vite, en misant davantage sur l'effet immédiat que sur la réalité du long terme. Et si cette vidéo t'a évité une erreur à 40, 50 ou 60 000 €, alors fais une chose simple. Abonne-toi, laisse un like, partage autour de toi. Parce que la prochaine vidéo ira encore plus loin. Et cette fois, certains constructeurs ne vont vraiment pas aimer.